Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde en direct comme chaque soir. Merci de votre fidélité. On revient ce soir sur l'affaire du barrage de Sivins avec la mort de Rémi Fraisse. Il avait 21 ans, c'est un jeune militant tué de toute évidence par les gendarmes mobiles dans la nuit de samedi à dimanche. On a retrouvé des traces de TNT de la victime touchée par une grenade offensive de type militaire. Ce sont les mots du procureur. L'enquête a été confiée au pôle criminel du SRPJ de Toulouse, seul habilité à gérer ces affaires dites militaires. Est-ce qu'il y a eu une bavure? On va essayer de répondre évidemment à cette question. Est-ce que les gendarmes étaient autorisés à utiliser ce type de grenade offensive? Sujet embarrassant pour le ministre de l'Intérieur parce que le lendemain, il suspendait l'utilisation de ces grenades explosives. Est-ce une affaire d'État, comme le disent certains? On va évidemment tenter de répondre à cette question. On va essayer de savoir ce soir si les armes utilisées sont bien adaptées à ce type de manifestation. On parlera évidemment de ces grenades, mais aussi du taser, du flashball, des armes qui ont souvent gravement blessé ou tué des manifestants. Les gendarmes et la gendarmerie ce soir contestent évidemment la bavure à la Malik ou Sekine. Notre réponse a été graduée, dit la gendarmerie. On en parle ce soir parce que derrière ce drame, il y a évidemment cette bataille de militants contre ce barrage de Sivins. Et le président du Conseil général ce soir indique qu'il suspend mais envisage toujours de poursuivre les travaux de ce fameux barrage qui se situe dans le Tarn. lcp.fr, vous connaissez notre adresse, lejdd.fr bien sûr, et puis #CVR pour les tweetos. Et vous allez tweeter, j'en suis sûr, et on réagira en direct dans notre émission. 4 invités sont avec moi. Christophe Carèche, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Paris, spécialiste des questions de police. Vous avez travaillé sur un rapport il y a longue date sur la délinquance et les chiffres policiers. Merci d'être avec nous. On commentera évidemment l'enquête et puis ce drame. Face à vous, Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des fondateurs de la droite forte, secrétaire général adjoint à l'UMP. On vous écoutera parce que ce soir, Christian Estrosi parle des manifestants en les baptisant des djihadistes verts. On vous écoutera évidemment tant sur l'enquête qui va être menée que sur la crise et les tensions politiques. Olivier Besancenot est avec nous. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction du NPA. Vous aviez, je le rappelle, gagné un procès contre le PDG de Taser France. Vous aviez été défendu par Noël Mamère et vous aviez, à cette époque, dénoncé les dangers de cette arme. Et puis, on reviendra évidemment sur les positions du NPA. Vous avez soutenu les manifestations, évidemment, en hommage pour commémorer la mort de Rémi Fraisse. Merci d'être avec nous. Puis enfin, Thierry Boutier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du secteur CRS au syndicat SGP-FO, j'ai bien dit? Unité SGP. Unité, j'étais sûr que j'allais oublier un mot. Unité SGP-FO. On reviendra évidemment sur le travail que mènent les CRS sur le terrain et sur les armes qu'ils utilisent. C'est important de faire un point technique, évidemment. Nos sentinelles sont là, je vous les présenterai dans quelques instants. D'abord, retour tout simplement sur cette question des armes, parce que c'est un sujet important. Est-ce bien cette grenade explosive qui a tué Rémi Fraisse? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, même si ce n'est pas encore confirmé officiellement. Et est-ce que toutes les armes utilisées par les gendarmes mobiles, mais aussi les CRS, sont bien adaptées? Regardez, explication avec Caroline Motte. C'est une grenade comme celle-ci qui aurait tué Rémi Fraisse lors d'une violente manifestation contre le projet de barrage Sivins. Bernard Cazeneuve a annoncé hier soir la suspension de l'utilisation de ces grenades offensives lancées par les forces de l'ordre. Sans attendre, j'ai souhaité qu'il me soit communiqué sous 15 jours. J'ai décidé aujourd'hui de suspendre l'utilisation de ces grenades offensives jusqu'à ce que les conclusions de cette enquête me soient transmises. Le ministre de l'Intérieur refuse de parler de bavure. En cas d'affrontement violent, les forces de l'ordre ont un arsenal de possibilités. D'abord, ils peuvent se servir de leurs boucliers et de leurs bâtons de protection pour se défendre. Ils utilisent des jets d'eau ou des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. En dernier recours, les forces de l'ordre peuvent faire usage de munitions plus offensives, comme la grenade OF1 qui a tué Rémi Fraisse. Des grenades offensives, si elles ont tué une fois, elles peuvent tuer une deuxième fois. Ce n'est pas le but des forces de l'ordre de tuer. Le but des forces de l'ordre, c'est de repousser des manifestants, et qui plus est des manifestants radicaux. Donc il y a une échelle dans la riposte. D'autres armes sont controversées, le flashball et le taser. Le 8 juillet 2009, à Montreuil, Joachim Gatti perd un œil à cause d'un tir de flashball. 5 ans après les faits, les 3 policiers mis en cause seront jugés en correctionnel. Irène Terrel est l'avocate de Joachim Gatti. Elle s'interroge sur les conditions d'utilisation de ces armes. Dans l'affaire, par exemple, qui concerne Joachim Gatti,
eh bien, l'usage de ce flashball n'était même pas autorisé dans le cadre d'un maintien de l'ordre, car ce sont des armes, notamment le flashball, qui ne doit pas être autorisé en maintien de l'ordre. Mais donc, on est en train de parler là d'usage d'armes non létales, soi-disant, qui finalement tuent, ou qui entraînent des dommages irréversibles pour la vie. Depuis 2004, plus d'une vingtaine de personnes ont été grièvement blessées par des tirs de flashball. 13 ont perdu un œil et en décembre 2010, un homme est décédé à Marseille. Alors, quelles sont les règles d'utilisation de cette arme? Les forces de l'ordre peuvent l'utiliser seulement en cas de légitime défense. Il est interdit de viser la tête et la distance réglementaire du tir doit être de 7 mètres. Mais ces armes sont accusées d'être imprécises. Je dis ils ont visé à la tête parce que mon fils a reçu un flashball dans l'œil et toutes les personnes qui ont été touchées sur les épaules ou sur le thorax. Comme le flashball, le taser est une arme de défense de 4e catégorie à létalité réduite. Ce pistolet à impulsion électrique envoie des décharges de 50 000 volts pour neutraliser une personne. En 2010, cette arme paralysante avait été mise en cause après la mort d'un Malien dans les Hauts-de-Seine. Après le drame de Sivins, les écologistes réclament une commission d'enquête parlementaire. Ils dénoncent l'usage abusif de ces munitions violentes. L'occasion peut-être de durcir les règles d'utilisation de ces armes dites non létales. Voilà, nos sentinelles, Jacques et Georges, juste une question simple et on va débattre évidemment. Jacques est avec nous, je voudrais juste poser cette question. Est-ce que vous, citoyens, vous avez le sentiment qu'on n'en sait pas encore suffisamment ce soir pour parler de bavure, ou vous considérez déjà qu'on s'achemine lentement vers une bavure des forces de gendarmerie? D'abord, je voudrais rendre un hommage à Rémi Fraisse, qui est tombé, ce militant, pour une cause bien précise, puisqu'on ne veut pas de ce barrage. Je crois que la responsabilité, elle est aux hommes politiques. D'abord, je voudrais m'adresser à M. Christophe Carèche, qui fait partie du Parti socialiste, puisque lui, il est à la tête de ce gouvernement, du moins pas lui, mais le gouvernement. Oui. Et c'est la responsabilité de ce gouvernement, malheureusement, que ce barrage, pour pouvoir rendre hommage à ce jeune, il faudrait que ce barrage soit supprimé. Alors, l'utilisation des armes que vous parlez, que la police utilise, malheureusement, il y a des bavures, il y a des dérapages. Alors, il y a de bons policiers, il y en a de mauvais. On va pas, comme les chasseurs. Voilà, mais je vais aller très vite. Mais malheureusement, bien souvent, il y a une manifestation sur Bordeaux. Les policiers sont rentrés dans un lieu public et ont frappé les manifestants dans un lieu public où il y avait du monde. Alors là aussi, qui donne les ordres? D'où viennent-ils? C'est la grande question qu'on peut se poser quand il y a des manifestations. Il faudrait savoir si c'est le préfet qui donne les ordres ou si c'est la personne, le bataillon, la personne qui commande le bataillon qui donne les ordres sans avoir les ordres du préfet. Bon, il y a plein de questions. Je précise que Christophe Carèche n'est pas encore ministre du gouvernement. Il est député ici à l'Assemblée. Georges, dites-nous, vous êtes sur la ligne de la bavure. Les gendarmes expliquent qu'il y a peut-être eu un accident, mais évidemment, ils réfutent la bavure. Vous en pensez quoi, vous qui êtes citoyen et qui êtes sentinelle? La mort de ce jeune homme. Toutefois, il faut bien dire clairement que contrairement aux forces de police, les gendarmes qui, eux, sont des militaires, ont parfaitement le droit de tirer après sommation. Et si cela ne convient pas, dans ce cas, il faut changer la loi. Par ailleurs, les gendarmes ont été attaqués à coups de cocktails Molotov et de pierres par des militants bien organisés et bien équipés pour participer à des manifestations violentes, voire à des guérillas urbaines. Dans ce cas-là, je pose la question à Olivier Besancenot. Je voudrais savoir si en cas de guérilla urbaine, et si on supprime les tasers et autres revolvers électriques, dans ce cas, les gendarmes seraient obligés de tirer à balles réelles. Est-ce que ça serait la bonne solution de tirer à balles réelles sur merci Georges. Des guérillas urbaines? Olivier Besancenot, répondez, vous êtes interpellé par les sentinelles. Il vous dit, mais attendez, alors si on supprime ces outils non létaux, on reviendra sur le mot arme non létale, on va tirer à balles réelles finalement. Ils n'auront plus d'outils pour se défendre. Enfin, c'est terrible ce que nous dit cette sentinelle. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est l'argument fétiche de toutes ces sociétés qui se font au passage pas mal d'argent sur la distribution. Je pense au pistolet à décharge électrique taser, par exemple. C'est dire, écoutez, c'est ça ou c'est l'arme à feu. Sauf que là, la question qui est posée, c'est en effet de savoir si oui ou non on entame un débat public avec une commission d'enquête indépendante sur l'utilisation de ces nombreuses armes dites non létales et qui peuvent tuer, pardon du paradoxe,
ou laisser des séquelles terribles. Donc on parle en effet du taser, on parle en effet des grenades, on parle en effet du flashball. Je vois que d'ailleurs au fur et à mesure, il y a y compris des réglementations, ou même du côté du ministère de l'Intérieur, si ma mémoire est bonne, en 2013, on a annoncé progressivement la fin de l'utilisation du flashball, du lanceur de balles défensif, qui est aussi incriminé. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je peux vous dire, même avec un bâton, vous pouvez tuer quelqu'un. Donc il y a la question des décisions politiques qui est posée. Et la question qui est posée là, en l'occurrence, c'est que ce qui vient de se passer, c'est l'aboutissement de 2 mois de tension, avec un choix politique qui a été fait. Mal géré ? Non, qui a été géré. C'est pour ça le terme bavure, pardon, mais d'abord, en général, j'en ai horreur. On parle d'un mort. Et d'ailleurs... On parle de bavure policière, souvent. Oui, mais j'aime pas ce mot-là. Voilà, parce que là, on parle d'un mort. Voilà. Et d'ailleurs, petite dédicace au président PS du Tarn, qui a dit que mourir pour ses idées, c'était stupide. Bête et stupide. Bête et stupide. Je ne sais pas si lui a encore sa place au Parti Socialiste, puisque je me souviens des diatribes de M. Valls contre M. Filoche à propos du PDG de Total. C'est pas digne, il n'a pas sa place au PS. Est-ce que lui, il a sa place au PS? Il a été tué parce qu'il s'opposait à un barrage coûteux qui est destructeur du point de vue environnemental. Et la question, c'est que la réponse politique, au-delà du Conseil général, qui a été prise par le gouvernement, ça a été de faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Et donc ça fait, et là c'est pas de notre fait, plusieurs élus, y compris, ont interpellé depuis plusieurs semaines sur le fait qu'il y a eu des interventions des gardes mobiles qui ont été extrêmement violentes. On a vu des images. On en a vu avec des vidéos qu'on tournait, notamment le 7 octobre dernier de mémoire. Donc on peut pas dire qu'on découvre à ce moment-là, en tous les cas, du côté de l'exécutif et du gouvernement. La mort de Rémi Fraisse est un drame immense. Toutefois, la suspension des grenades offensives est une mesure opportuniste et démagogique. Est-ce qu'il n'y a pas ce soir de l'embarras, Christophe Caresche, au Parti socialiste? Il y a un double sujet. Il y a l'ouverture d'un débat public sur ces armes. Je vais retirer le mot bavure policière, mais en tout cas, il y a un certain embarras parce que au moment où on se parle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, si c'est réellement cette grenade qui a provoqué la mort directe de Rémi Fraisse. Et est-ce que cette affaire a été, troisième question, bien gérée sur le terrain? On a le sentiment que le préfet a été débordé et que les forces de l'ordre ont été un peu livrées à elles-mêmes. Écoutez, il y a une enquête qui va le déterminer, à la fois sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Donc je pense qu'il faut quand même laisser l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire faire son travail. On verra à partir de là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il y a un emballement autour de cet événement. Des écologistes un peu je veux dire, de partout. Je veux dire, moi j'ai vu les déclarations des uns et des autres. Voilà, je pense qu'il faut peut-être essayer de retrouver un peu de sérénité. D'abord, il y a un mort. Et effectivement, un mort, c'est toujours un échec. Enfin, c'est évident. Personne, un jeune homme de 21 ans... Tordre le coup à la petite phrase du président du Conseil général, M. Cardena, qui dit que c'est bête et stupide de mourir pour ses idées. Je le connais, il a été député ici. Donc oui, il était député et sénateur. Je le connais. Je ne sais pas si cette phrase... C'est maladroit, vous reconnaissez. Sans doute. Mais bon, c'est pas quelqu'un non plus... vraiment de blâmable. Je le connais. Mais est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu un dysfonctionnement des forces de police sur le terrain quand on voit la violence des manifestations? Est-ce que les choses ont été gérées? Il reçoit cette grenade. Il y a une confrontation. Le contexte, on le connaît maintenant assez bien quand même. Il y a une confrontation effectivement violente. Elle est violente aussi du côté des manifestants, qui, semble-t-il, sont aussi armés. Bon. Pour tirer une grenade offensive, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais un peu ce sujet, c'est qu'il y a quand même une situation d'extrême tension qui est quand même très dégradée. Bon. Et les gendarmes ne tirent pas des grenades offensives comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Bon. Donc ils ont tiré une grenade offensive, il semblerait qu'il n'y en ait eu qu'une d'ailleurs. Ils ne l'ont pas tirée non plus pour blesser qui que ce soit, ou tuer qui que ce soit. Ça n'a pas été l'objectif. Bon. Et là aussi, il va falloir que l'enquête détermine aussi les conditions. Les parents portent plainte pour homicide volontaire. Par exemple, quand on fait le parallèle avec Malik Oussekine, c'est pas du tout la même situation. Je pense que Malik Oussekine, il a été frappé. Il a été frappé. Par les fameux voltigeurs qu'on a supprimés d'ailleurs après sa mort. Là, on supprime les grenades explosives quand même. Il y a un petit côté comme ça. On les suspend. On suspend les grenades explosives, mais la grenade explosive, elle n'est pas tirée. Elle est tirée dans des conditions très particulières. De légitime défense, dites-vous. Bon, voilà. Donc, mais encore une fois, il y aura une enquête. Et moi, je ne suis pas du tout
en désaccord avec l'idée qu'on puisse, y Et compris une commission tirer... d'enquête demande les Verts. Je Vous sais pas, dites une commission pourquoi pas, d'enquête, vous dites on pourquoi peut- pas. qu'on puisse tirer les conséquences d'un point de vue plus large. Pourquoi pas qu'il y ait un débat là-dessus me semble pas du tout illégitime. Geoffroy Didier, Mais n'accusons pas... Non, j'ai accusé voilà, personne. J'essaie de comprendre, parce n'ayons qu'on ne sait pas complaisance avec grand-chose. personne, ni avec les forces de l'ordre, ni avec aussi Donc, des si je vous lis- groupuscules qui sont quand même très violents. Si je vous lis en creux, il y a quand même des manifestants très organisés, très militarisés. Moi, Christian Estrosi, ils appellent ce soir les djihadistes verts. Est-ce que vous dites, après tout, c'est exagéré? Non, mais ce sont ces mots. Geoffroy Didier, qu'est-ce que vous avez envie de savoir, vous, sur cette affaire? Il y a un débat politique, il y a un embarras politique, puis il y a cette affaire, cette enquête judiciaire. Qu'est-ce que vous ne savez pas et que vous avez envie de savoir sur cette affaire? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire ce soir que la mort de ce jeune homme de 21 ans, qui est mort pour ses convictions, est un drame. Mais il faut aussi souligner le fait que cette mort n'est pas intentionnelle, que cette mort, elle est accidentelle, en plus d'être dramatique. Et je voudrais aussi souligner le fait qu'il y a des forces de sécurité dans notre pays, policiers et gendarmes, qui, par milliers, prennent au risque de leur vie des risques pour protéger nos concitoyens. Ils sont 10 000 à être blessés chaque année. Côté Ils force sont de l'ordre, là. Côté forces de sécurité, policiers et gendarmes. Ils sont entre 15 et 20 à mourir chaque année, sans qu'on en fasse d'ailleurs une émission à chaque fois. Mourir, vous allez me dire, ce sont les risques du métier, d'accord, mais ils meurent pour le bien public et ils meurent pour notre protection à nous tous. Donc, ils étaient en légitime défense, vous dites, ils faisaient leur boulot. Je ne connais pas les faits précis et il y a une information judiciaire qui a été ouverte et il y a une enquête qui nous dira quels sont les faits précis. La seule chose que nous savons, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique. La seule chose que nous savons, ça c'est un fait qui est établi, c'est qu'il y a 56 gendarmes qui ont été blessés, qu'il y avait effectivement des manifestants qui avaient des cocktails Molotov. Je ne dis pas, parce que nous ne le savons pas aujourd'hui, si c'est une bavure policière, mais je dis juste que ce n'était pas une manifestation pacifique. On a ce tweet qui était intéressant, je vous le soumets, mais je vais poser la question à Thierry Boutier qui s'occupe du secteur CRS à SGP Unité FO. Qui doit être jugé pour meurtre et pas bavure? Celui qui a lancé la grenade, son chef, le préfet, le président du Conseil général, nous disent tweetos, on pourra peut-être répondre à sa question. Vous dites quoi ce soir? Est-ce que vous vous sentez agressé? Parce qu'il y a quand même du côté des gendarmes une sorte un peu comme ça d'affolement. Ils ont d'abord communiqué, puis ensuite ils ont expliqué qu'ils ne communiquaient plus. Un peu agacé finalement d'être mis en accusation en expliquant qu'il n'y avait pas eu de problème, simplement peut-être un accident, explique-t-il. Vous dites quoi ce soir par rapport à cette affaire et par rapport à l'attaque que subissent les gendarmes mobiles notamment, puisqu'il s'agit de gendarmes? Alors, je vous remercie déjà de m'inviter sur le plateau et d'avoir la possibilité vous qui représentez les policiers. Les policiers, les CRS en particulier, pour Unité SGP Police, le syndicat majoritaire chez les policiers, notamment chez les CRS. J'ai pas l'impression que l'affolement il soit du côté des gendarmes ou pas du côté des gendarmes. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a effectivement une espèce d'emballement médiatique sur cet événement, que aujourd'hui les caméras sont très focalisées, et effectivement c'est un drame. Je rejoins vos propos, c'est un échec. La mort d'un homme, c'est toujours un échec. Mais de qui? Celui qui a lancé la grenade, du policier qui a acheté la grenade, du président du Conseil général, de son chef, d'un préfet qui n'était pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un échec pour notre République. C'est un échec pour notre démocratie. Aujourd'hui, moi je suis content d'être ici pour un petit peu souligner les difficultés de l'exercice du maintien de l'ordre dans notre pays aujourd'hui. Pourquoi? Vous manquez de moyens? Vous manquez d'outils? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés que traverse notre pays. Aujourd'hui, depuis 2007, avec les ravages de la révision générale des politiques publiques, les effectifs des forces mobiles et des CRS en particulier ont perdu 20%. 20% des effectifs ont disparu de 2007 à 2012. Donc effectivement, je suis satisfait d'aujourd'hui pouvoir expliquer les difficultés de l'exercice du maintien de l'ordre en France. Pour autant, indépendamment de l'emballement médiatique... un emballement légitime, rassurez-moi. Une mort est toujours dramatique. D'accord, donc c'est un emballement légitime. C'est légitime. C'est légitime, mais malgré tout, on savait que ça devait arriver. Pourquoi? Un jour, parce qu'aujourd'hui, l'exercice du maintien de l'ordre dans notre pays est très, très difficile. Pourquoi? Parce que les individus que vous avez en face de vous sont plus difficiles, sont plus militarisés, sont plus organisés. Qu'est-ce qui est plus difficile qu'avant? C'est multicritère, il ne faut pas schématiser. C'est aujourd'hui très difficile d'exercer le maintien de l'ordre parce que, comme je vous le dis, ont largement diminué.
les forces en présence sont beaucoup moins importantes qu'avant, et les possibilités de manifester, d'organiser des manifestations ont évolué. On n'est pas dans le schéma d'il y a 20 ans, effectivement. Les choses ont évolué depuis les manifs avec la matraque et le casque en fer. Juste un mot sur la grenade explosive quand même. Vous dites quoi, vous qui représentez un syndicat? Vous dites que le ministre a eu raison de immédiatement derrière indiquer et suspendre. Est-ce que vos hommes sur le terrain vous disent mais le ministre n'est pas bien, on en a besoin de ces armes? C'est pas à moi de définir si mon ministre de tutelle a raison. Mais est-ce que vous en avez besoin sur le terrain? Mais évidemment que nous en avons besoin. Évidemment. Nous, aujourd'hui, indépendamment de l'instruction judiciaire qui va se passer et où on connaîtra les causes, ou pas d'ailleurs, du décès malheureux... C'est flou ce soir, hein, c'est lent. Hein. De ce militant, nous, effectivement, on peut comprendre que le principe de précaution oriente le ministre dans la prise rapide de cette mesure, de suspendre l'utilisation de cet outil, qui n'est qu'un outil, lacrymogène en termes de maintien de l'ordre, mais malheureusement pour nous, on ne pourra pas, et je sors d'ailleurs du bureau de monsieur le directeur général de la police, on ne pourra pas accepter de se faire confisquer cet outil. Rendez-nous nos armes. C'est pas ce que je dis. Non mais c'est pas ce que je dis. C'est que ça ne peut durer qu'un temps. On ne peut pas. Exactement. Olivier Besançon, juste un petit mot, juste sur la lenteur, parce que je veux vous entendre. Moi, j'ai Jean-Pierre Mignard, qui est socialiste, qui dit ce soir, qui est avocat, qui a défendu les deux jeunes de Clichy, qui dit je veux. Il n'y a pas assez de transparence. À mon avis, est-ce que vous avez le sentiment ce soir qu'on ne sait finalement pas grand-chose sur ce qui s'est passé, sur la façon dont les faits se sont déroulés, sur la façon dont l'homme qui a acheté la grenade l'a tiré? C'est très étrange, non? Vous êtes surpris, vous aussi, ou pas? Il y a une lenteur qui laisse perplexe, qu'il peut y avoir derrière. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis comme vous. Je ne suis pas armurier non plus. Je ne suis pas technicien de tout ça. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect politique des choses. Même plus nombreux, même armés avec des armes à feu, je peux vous dire que là, on parle d'un caractère précis qui est celui des contestations. Et à un moment donné, on demande aux forces de l'ordre de contrôler quelque chose qui est plus contrôlable. Alors il y a une vision conspirationniste qui pourrait dire ça c'est parce qu'il y a des petits groupes organisés. Alors oui, il y a des groupes organisés. On les voit, ils sont très organisés quand même. Pour les voir, on les voit. Moi qui participe à des manifestations, on les voit. Mais ça c'est une vision, pardon de le dire, complètement partielle. Mais quand la situation devient incontrôlable, c'est parce que il y a une situation sociale, politique, économique qui génère des contestations. Et c'est là où il y a des choix politiques. Et de la violence. Comment on gère la contestation? Vous savez, moi j'ai en mémoire, pour avoir participé au mouvement altermondialiste, je vais assister sur cette anecdote-là parce que moi elle m'a marqué à vie. Je me souviens plus de la date, je m'excuse, ça se fait pas. C'était à Gênes, cette manifestation où un jeune, Carlo Giuliani, est mort dans des circonstances terribles dans une manifestation. Il avait été au-delà de la zone et on avait envoyé des carabiniers inexpérimentés en dehors de la zone de sécurité. Et le soir même, j'y étais. Le père de Carlo Giuliani a pris la parole, et quand vous êtes papa et que vous perdez votre enfant, il faut avoir du cran pour le faire. Il a dit, il y a deux victimes ce soir. Il y a mon fils et le jeune carabinier qui a tiré, qui ne devait pas être là. Et il y a une seule responsabilité, elle est politique, en l'occurrence à l'époque c'était Berlusconi. Et je crois à la responsabilité politique, surtout que moi qui ai un petit cursus militant, on m'a toujours appris que dans les manifestations, les gardes mobiles, ils n'agissaient pas sans ordre. C'était une des différences notables qu'on me disait avec les CRS. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas dans le secret de la maison, mais en tous les cas, c'est pas vrai. En tous les cas, qu'il faut des ordres qui viennent d'en haut. Et qui redescendent. Voilà, donc le problème, il est politique. Et j'insiste vraiment là-dessus, il y a eu une bataille juridique, une bataille politique, tout ce qui est le plus pacifique localement sur la question du barrage, y compris des manifestants, y compris ce week-end qui ont manifesté pacifique et qui étaient largement majoritaires, tout ça a été balayé d'un revers de la main par le Conseil général et par l'exécutif. On a durci la situation avec une omniprésence policière, et donc à partir de là, évidemment, pas nécessaire il y en a qui se sont dit c'est un nouveau Notre-Dame-des-Landes et on y va. Mais il faut comprendre le déroulé, tout se passe pas sur une seule journée. L'utilisation de la violence contre les manifestants opposés au barrage est un signe d'une démocratie malade. C'est juste parce qu'on est dans le débat que des twittos nous suivent et vivent le débat avec nous. C'est le signe d'une démocratie malade. Souligner et compléter, il y a effectivement les ordres qui sont donnés, il y a une chaîne de responsabilité qui peut aller effectivement jusqu'à la responsabilité politique. Mais moi, je voudrais insister sur le point précis que vous aviez à l'esprit, ce sont les moyens. Et effectivement, droite et gauche confondus, moi je déplore le fait qu'il y ait une paupérisation des services de l'État. Et que je voudrais qu'on mette les moyens sur les services de l'État régaliens. Et effectivement, nous avons eu tort, je vous le dis, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de baisser les effectifs de police et de sécurité. Christophe Caréchon, bien sûr, mais moi je le dis, et j'ai le courage de dire ce que je pense. Et j'estime qu'effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui de policiers, plus de moyens. Il y a des policiers aujourd'hui qui sont obligés d'acheter eux-mêmes leur gilet pare-balles s'ils veulent un gilet pare-balles digne
de ce Comme nom. les militaires, Et d'ailleurs. ça fait 60 ans que les gendarmes, j'ai discuté avec les gendarmes, ça fait 60 ans qu'ils utilisent ces grenades, celles qui sont aujourd'hui, et je comprends, suspendues le temps de l'enquête, mais ça fait 60 ans et jusqu'ici, elles n'avaient tué personne. Donc il faut aussi des moyens pour que les forces de sécurité puissent mieux protéger et soient aussi à l'abri de ce qui se passe par exemple aujourd'hui. Information, parce qu'on est en direct, on m'indique qu'il y a des violences devant l'hôtel de ville avec des manifestants qui jettent des cocktails Molotov sur la façade devant l'hôtel de ville de Paris. Y a-t-il un lien de cause à effet par rapport à cette affaire dont nous traitons? Je vous tiendrai informé évidemment au fur et à mesure. Ok, on balance des cocktails Molotov place de l'hôtel de ville, slogan policier assassin, c'est ce qu'on nous dit par tweet. Donc on communique en direct avec nous dans l'émission, puisque évidemment on est en direct. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Les choses ont l'air de s'envenimer. Qu'est-ce qu'il faut faire, Christophe Caresche, pour retrouver le calme? Qu'est-ce que le gouvernement doit dire, doit faire pour que le calme revienne? Parce qu'on a le sentiment tout de même que on ne sait pas grand-chose de l'affaire et que le ton monte. J'ai appelé plutôt à un certain apaisement. Mais ce soir, les cocktails Molotov sont jetés sur la façade de l'hôtel de ville. Je pense qu'y compris localement, la situation est très, très tendue. Et évidemment, on l'a vu avec les manifestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a eu un retard à l'allumage? 48 heures, certains ont dit que ça a été trop lent, il fallait agir plus vite, il fallait être plus réactif lorsque Rémi Fraisse est mort. Certains l'ont critiqué, les écologistes. L'autorité a communiqué au moment où elle a eu les informations et que c'était à peu près constitué. Donc voilà, on dit c'est politique. Attendez, qu'est-ce qui est politique dans cette affaire? Ce qui est politique, c'est la question du barrage. C'est la question d'un projet, de cette crispation qui n'est pas, c'est pas comparable à ce qui a pu se passer à Gênes où on n'est pas du tout dans le même contexte. On ne le sait pas d'ailleurs. C'est un barrage, quand même, honnêtement, avec un projet assez limité. Enfin, je suis désolé de le dire, c'est pas non plus un projet assez limité. Avec un projet, les élus locaux le soutiennent, oui, et pas que le Conseil général, l'ensemble des conseillers généraux. Ce soir, vous dites on soutient parce que le Conseil général dit c'est bien de suspendre, c'est une bonne idée, il doit suspendre. Est-ce que vous dites il faut aller au bout contre les manifestants parce qu'il y aura des manifs? Parlons du projet. Mais donc des manifestants. Donc ce projet, il a subi enquête publique. Il a été contesté devant les tribunaux. Les tribunaux l'ont. Bon, bref, donc tous les recours sont pas épuisés, d'accord, mais un certain nombre l'ont été. Bon, donc il y a une volonté de passer malgré l'attente d'un certain nombre de procédures. Écoutez, vous verrez le dossier et vous verrez qu'il y a un choix. J'ai lu le rapport, oui. Il y a un choix politique qui a été fait. Je reviens à mon taser, à mon flashball. Vous dites ce soir, on va continuer ce que dit aujourd'hui, alors qu'il nous a dit l'inverse sur le plateau hier soir. Il continue ce projet de barrage au risque qu'il y ait des incidents, qu'il y ait de nouveau des altercations sur le terrain et peut-être même ce soir à Paris. À Paris, c'est pas sur le barrage. Non, mais j'essaie de savoir. Je crois pas. Il peut y avoir un débat. Il y a des manifestations ce soir à Paris, c'est sûr, entre guillemets, pour condamner, j'imagine, les violences policières, entre guillemets. Donc voilà, là-dessus, il n'y a qu'une réponse. Il n'y a qu'une réponse, c'est la transparence. Non, la seule réponse à la question... c'est aussi la fermeté. Parce que c'est pas normal. On fait quoi? Moi, j'admets totalement avec Olivier Besancenot. On bouge pas, vous dites. J'admets totalement, comme Olivier Besancenot, qu'il puisse y avoir un débat politique sur l'opportunité de faire ce barrage. Et il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des débats politiques, il peut y avoir éventuellement une suspension, des discussions autour de Ségolène Royal. Ça ne me pose aucun problème. Vous dites quoi? Mais on est dans une république où il y a des lois. Et j'estime que la seule réponse face à ces cocktails Molotov, si les faits sont confirmés devant l'hôtel de Paris, ce n'est pas la transparence, c'est la fermeté. Parce que moi, je veux bien qu'on manifeste et qu'il y ait des débats politiques, mais j'espère que nous quatre aussi sommes là pour condamner des faits qui sont inadmissibles, parce que dans une démocratie, on ne balance pas des cocktails Molotov sur une maison de la République. Bien sûr. Mais comment voulez-vous, quand on est républicain, être autrement que choqué par des cocktails Molotov qui sont envoyés sur l'hôtel de ville de Paris? On n'est quand même pas en 1788. On nous dit Rémi Fraisse était un militant de France Nature Environnement. C'était plutôt un militant pacifiste, BTS de botanique, quelqu'un qui était amoureux des plantes, qui voulait vraiment militer avec amour. Et en même temps, quand on voit la violence des combats, c'est compliqué de... Comment vous réagissez face à ces militants radicalisés qui sont violents, organisés et qui aiment le combat? On reste ferme? Mais face à toute violence, il faut une fermeté. C'est-à-dire que, encore une fois, vous savez, on a tous le sens de la nuance. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui méritent d'être respectées. Il y a des convictions politiques qui méritent d'être affirmées. Donc moi j'estime que le droit de manifester est un très beau droit. Le fait d'avoir des convictions écologiques, ce sont des convictions formidables. Le fait qu'il y ait un débat sur l'opportunité d'un barrage ne me pose aucun problème. Mais précisément,
parce que je respecte le droit de manifester et ses convictions politiques qu'avait sans doute Rémi Fraisse, dont la mort, encore une fois, est un drame, j'estime aussi que toute violence dans le cadre d'une manifestation doit avoir une réponse policière dans les règles du droit le plus strict. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes une profession qui est très contrôlée. Il n'y a pas de problème. Elle est très contrôlée et nous saurons la vérité sur ce qui s'est passé au bout de l'information et au bout de l'enquête. Et s'il doit y avoir des sanctions, elles seront prises. Oui. Et s'il doit y avoir des responsabilités politiques, elles doivent aussi être prises. Vous êtes un peu en bout de course, Thierry Boutier, parce que protéger un centre-ville, on peut comprendre, nous disent Tweetos, mais un terrain vague, quel intérêt d'envoyer des policiers? Laissez-les manifester. Il y a eu ce débat de José Bové qui est lancé par un certain nombre d'acteurs et d'élus qui disent mais pourquoi avoir mis autant de policiers sur un terrain vague avec des militants qui, pour la plupart, se déguisent en clowns? Et vous vous retrouvez, vous, en première ligne. Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous, le représentant syndical? Vous êtes face à des gens de plus en plus durs, de plus en plus radicaux, et vous êtes en... Une radicalisation, souvent, dans les manifestations, avec des groupuscules qui viennent se greffer avec des idéologies complètement différentes du cœur des manifestations qui peuvent motiver les manifestants et qui, effectivement, nous posent de grosses difficultés dans l'exercice du maintien de l'ordre aujourd'hui. Effectivement, on a de plus en plus de blessés. On a de plus en plus de victimes dans nos rangs, dans l'exercice du maintien de l'ordre. C'est quelque chose qui entend effectivement cette notion de fermeté, mais cette notion de fermeté, elle ne peut être concrète et réalisable que dans la mesure où on nous donne les moyens de montrer la force. Les vieux disaient, ils avaient un vieil adage, montrer la force pour ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, on nous a quand même privés de cette possibilité de montrer la force depuis 2007. On a quand même perdu des effectifs, on a perdu beaucoup de moyens. Aujourd'hui, uniquement financier, il y a un relâchement, il y a un laxisme, on ne vous donne plus les moyens de défendre la République. Non, Christophe Carré, je ne suis pas d'accord. Non. Il y a quand même aujourd'hui la difficulté d'exercer le maintien de l'ordre qui n'était pas la même difficulté qu'on retrouvait il y a 20 ans. Parce il y a des forces de maintien de l'ordre en France. S'il y a un pays qui connaît le maintien de l'ordre, c'est la France. Je suis désolé de le dire, parce que c'est l'État et qu'on est considéré dans le monde entier comme le pays qui a le plus d'expérience et le plus d'effectifs en matière de maintien de l'ordre. Et notamment les compagnies de sécurité. Ce qui est vrai, c'est que la situation d'aujourd'hui, même s'il y a encore des mouvements et qui peuvent en plus renaître, n'est pas celle des années 60 non plus. Non. Et que justifier aujourd'hui le maintien de forces mobiles de manière très importante, qui coûte extrêmement cher aussi, ça peut aussi se discuter. Donc il y a eu une adaptation des forces mobiles à la réalité de la contestation et des missions en matière de maintien de l'ordre. C'est assez logique. Donc, je ne crois pas que le problème soit là. Ça a été un choix de société. Je crois qu'il y a un choix de société à un moment. Et ce choix de société, je suis désolé de le rappeler, aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. Malheureusement, je suis désolé. Juste un mot, parce que ça va intéresser Olivier Besancenot, qui n'est pas à Europe Écologie des Verts, qui est à NPR, mais est-ce qu'il vous agace, les écologistes? Ils demandent une commission d'enquête, ils expliquent que François Hollande a réagi trop tardivement, ils poussent les jeunes pacifistes à manifester contre un barrage que vous soutenez. Est-ce que c'est compliqué, là, ce soir, vous et les écologistes, qui sont quand même, effectivement, très, très, très critiques à l'égard du gouvernement? Je pense qu'il y a une forme d'instrumentalisation, oui, de cette affaire par les écologistes, mais je pense pour des raisons qui sont purement nationales. C'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec, pas grand-chose à voir, à mon avis, avec le projet local. Donc voilà, c'est la situation. Je trouve ça regrettable. Le contact est rompu ce soir. Le contact n'est pas rompu, c'est pas le problème. Ils ont des mots très durs à l'égard de François Hollande. Cécile Duflot est très très dure à l'égard de François Hollande. Bah oui, elle a fait des raccourcis qui me paraissent très contestables. Oui. Alors qu'on n'avait pas beaucoup entendu Cécile Duflot auparavant sur le barrage de Sirven. Oui, elle était très discrète. Notre pays plonge, Olivier Besancenot, dans la violence et la haine, et nos pays plongent dans la violence et la haine, et nos politicards, entre guillemets, en sont les moteurs. On frémit d'horreur à en écouter certains. Ça vous choque? On a un sentiment comme ça d'un climat extrêmement tendu. Non. La société est violente. La société est de plus en plus violente. Elle est de plus en plus injuste. Il y a le prix de la crise économique, du prix de la crise écologique, parce que c'est pour ça que je reviens toujours au choix politique. Notre-Dame-des-Landes, Sivins, la plateforme des 1000 vaches. Et les cotax. La plateforme des 1000 les bonnets rouges, vous pouvez rajouter les bonnets. Il y a une façon de se dire, on va régler les problèmes quand il y a de la contestation. La fermeté. Vous y arriverez. Le maintien de l'ordre, c'est un projet écologique. Surtout quand on redéroule les films. Le film, c'est que la mobilisation contre le barrage a commencé avec une mobilisation qui a exploré
toutes les possibilités juridiques, les recours n'ont pas été épuisés, que les travaux ont commencé. C'est ça qui a tout déclenché. Il y a eu des grèves de la faim, des occupations avec une omniprésence. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, on est obligé, alors qu'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui fasse ce choix-là, tant mieux, tant mieux. Dire de rester dans la majorité gouvernementale et d'avoir ce discours-là. Mais tant mieux. Et parler d'instrumentalisation, pardon, mais c'est un peu décalé. On a le droit d'avoir des convictions, on a le droit de les défendre. On n'a pas le droit d'utiliser la mort d'un jeune homme. Mais qui utilise quoi? Je suis désolé. Qui utilise quoi? Qui utilise quoi aujourd'hui? J'ai entendu, hein. Oui, j'ai entendu, moi. Qui utilise quoi du côté de la mort? Le responsable PS du Tarn, je ne vous ai pas vraiment entendu sur ce sujet-là. Je trouve ça absolument inadmissible. Qu'est-ce qu'il a dit, le responsable PS du Tarn? Bête et stupide. Bête et stupide. C'est pas instrumentalisé, quoi que ce soit? Il devrait être dehors. Vous devriez faire le ménage. C'est honteux. Moi, je trouve ça honteux. Je vous le dis franchement. Au-delà des débats politiques, je trouve ça honteux. Alors après, il y a les débats politiques, il y a tout ce que vous voulez. J'ai pas entendu, et pardon, je suis pas l'avocat d'Europe Écologie Les Verts. J'ai pas entendu le début de l'équivalent dans la bouche de responsables écologiques aujourd'hui. Donc parler d'instrumentalisation, alors qu'aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle on est tous, pardon, ça me paraît décalé. Franchement décalé. En effet, comme vous le dites, croyez ce que vous racontez vous-même. Croire au mot instrumentaliser, c'est fort. Mais oui, c'est vrai. Pour y respecter la conviction des autres. Déclarations? Oui, moi je les connais. Bon, alors, j'ai entendu en boucle pendant 48 heures. La position du président du Conseil général est étrange. Mais le président du Conseil général, il est parfaitement dans son rôle, enfin. Voilà, un élu qui se bat pour faire quelque chose, justement, dans son département. Vous savez ce que c'est que de monter un projet comme celui-là, de trouver les financements, de faire face à l'opposition d'un certain nombre? Et l'intérêt général, il est où? Il est où l'intérêt général? Il est dans la protestation de minorités, d'opposants. Vous êtes sûr? Il est sur la table depuis très longtemps, d'après ce que je connais. Il y a un débat dans le Tarn, et certains soutiennent ce projet de barrage dans le département. Arrêtons dans cette affaire d'accabler des élus locaux. Enfin, moi je connais bien Thierry Carcenac, c'est un homme tout à fait admirable. J'ai aucun doute sur sa conviction qu'il a mis à faire ça. C'est pas un projet qui vise à, je sais pas moi, à protéger les intérêts ou à développer les intérêts de telle ou telle multinationale. C'est pas cela dont il s'agit. On n'est pas dans les problématiques de gaz de schiste, par exemple. Bon, on est dans une dimension environnementale où ce qui est contesté localement, c'est un projet d'agriculture intensive. Et j'ai une question à poser. Il a déjà répondu là-dessus. Juste, visiblement, il n'a pas convaincu tout le monde. Geoffroy Didier, juste répondez-nous, parce que vous avez été évasif, parce que tout le monde est un peu évasif. Sur les faits. Sur les djihadistes verts. Qu'est-ce que vous dites ce soir quand Christian Estrosi, attendez, il dit le ministre n'a pas été assez ferme pour soutenir ses gendarmes, c'est ce que dit Christian Estrosi, et il considère que les militants qui combattent face aux gendarmes mobiles sont des djihadistes verts. Est-ce que vous considérez ce soir qu'il y a comme ça une forme insurrectionnelle mêlant l'écologie avec une forme radicale? Je vais vous décevoir, mais j'ai pas envie de commenter les phrases de politique. Non, mais vous pouvez vous retrouver dans cette phrase, dire oui, effectivement. Mais qu'il y ait des radicaux qui abusent, bien sûr. Qu'il faille les traiter de djihadistes, je ne suis pas certain. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas, ça ne contribue pas à l'apaisement du débat, alors qu'en réalité, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité dans cette affaire, que les lois soient respectées de part et d'autre, et surtout qu'on apaise les choses. Surtout à l'heure où vous nous dites qu'il y a des violences à l'hôtel de ville de Paris. Donc, je ne suis pas là pour commenter, j'observe, et nos téléspectateurs observent qu'il y a un débat entre deux gauches, qui est un débat de valeurs, qui sont à mon avis totalement irréconciliables. Mais c'est la mise en cause de Cécile Duflot fait de la politique, que je ne l'avais pas beaucoup entendu sur cette histoire de barrage, et qu'elle a des comptes personnels à régler avec François Hollande. Mais je vais vous dire, les comptes de Cécile Duflot avec François Hollande, je m'en fiche complètement, et je pense que tous les téléspectateurs s'en fichent. En regardant à l'essentiel un sujet sur ce barrage, parce qu'on a évoqué évidemment la question du maintien de l'ordre dont on a parlé, mais il y a quand même ce barrage, c'est un vrai sujet technique, écologique, il y a une contestation avec des pour, avec des contre. Regardez ce sujet de François Goulin.